Ma mère m'a regardé droit dans les yeux, puis elle a lâché, « Nous n'avons jamais voulu de toi. » Et ce, juste avant de m'expédier en pensionnat, à la seconde même où ma sœur est née. Mais, lorsque j'ai catégoriquement refusé de rentrer à la maison après l'obtention de mon diplôme, elle est entrée dans une colère noire. Mes parents n'avaient jamais voulu d'un fils. Et je n'étais pas un simple accident indésirable, ils m'en voulaient profondément. Ils avaient planifié une vie parfaite avec 2 filles, et j'avais ruiné ce tableau idyllique dès l'instant de ma conception. Ils ne pouvaient même pas poser les yeux sur moi, sans que ce lourd sentiment de déception ne vienne assombrir leur regard. Peut-être était-ce parce que je n'étais pas tel qu'ils l'avaient imaginé. Peut-être, tout simplement, n'avaient-ils jamais eu la capacité de m'aimer. Quoi qu'il en soit, j'étais leur fardeau, le rappel constant de quelque chose qui avait mal tourné. Je me souviens de les avoir surpris un jour, alors que j'avais environ 5 ans. Ils se disputaient dans leur chambre, avec ce genre de voix étouffées et pleines de rancœur, que les adultes croient inaudibles pour les enfants. Mon père disait à ma mère que ce n'était pas de sa faute, que ce genre de choses arrivait. Mais elle était hystérique, hurlant qu'elle voulait des filles, que cela n'aurait jamais dû leur arriver, à eux. Ils n'étaient pas censés être ce couple-là, celui affligé d'un garçon dont ils ne voulaient pas. Après ma naissance, ils ont écumé toutes les meilleures cliniques de fertilité du pays. Johns Hopkins, la Cleveland Clinic, la Mayo Clinic, pour n'en citer que quelques-unes, ils y sont tous allés. Même s'ils étaient jeunes et en parfaite santé, ils continuaient de penser que quelque chose clochait. Ils avaient besoin d'une raison, pour expliquer pourquoi ils ne pouvaient pas avoir cette famille parfaite dont ils rêvaient tant. Ils se sont envolés pour Londres, visitant un centre de fertilité d'élite sur Harley Street, et sont même allés jusqu'en Suisse pour suivre des traitements. Ma mère rentrait à la maison avec des sacs remplis de vitamines et d'injections hormonales, jurant que, cette fois, ça marcherait. Mais cela n'a jamais fonctionné. Jusqu'au jour où, alors que j'avais 6 ans, ils sont revenus d'une énième consultation, à New York cette fois-ci. Ma mère rayonnait, affichant une expression que je n'avais jamais vue sur son visage, d'aussi loin que je m'en souvienne. Elle était enceinte. Enfin, le rêve de 2 filles parfaites reprenait vie. Pour la toute première fois, ma mère a cessé de me regarder avec cet air froid et détaché. En réalité, elle ne pensait plus du tout à moi. Je n'existais tout simplement plus. Tout tournait désormais autour de la petite fille qu'elle portait. Cette grossesse fut traitée avec des égards royaux. Ma mère a complètement arrêté de travailler. Elle a engagé des nutritionnistes, des entraîneurs personnels, une doula, et bien sûr, les meilleurs médecins que l'argent pouvait s'offrir. Lorsque ma sœur Isabella est née, le monde s'est arrêté de tourner. Elle fut l'enfant prodige, et ce, dès l'instant où elle a pris son premier souffle. Je me souviens encore du moment où ils l'ont ramenée à la maison. Ma mère la tenait comme si c'était un objet délicat et précieux, son visage rayonnant de fierté. Ils lui ont donné le nom d'une reine. Évidemment. Le contraste entre la façon dont il la traitait, elle, et celle dont il me traitait, moi, était effarant. Alors que j'étais simplement toléré, Isabella, elle, était célébrée. Chaque étape qu'elle franchissait devenait un prétexte pour faire la fête. Quand elle souriait, il jurait que c'était là un signe de son génie. Je ne les avais jamais vus aussi heureux, et tout cela n'était que grâce à elle. Après que ma sœur a été ramenée à la maison, ils m'ont envoyé loin, dans un pensionnat privé du Vermont, un endroit appelé Northwood Academy. Je n'avais jamais voulu quitter San Francisco, mais ils ont fait en sorte de présenter cela comme une opportunité incroyable. La vérité, c'est qu'ils étaient impatients de se débarrasser de moi. Avec Isabella dans leur vie, ils n'avaient plus besoin de ma présence, qui risquait de ternir l'image de leur famille parfaite. J'ai été emballé comme un vulgaire bagage indésirable, expédié hors de leur existence, et jeté dans une école remplie d'inconnus. Northwood n'était pas un simple pensionnat. C'était une véritable forteresse pour l'élite. Le genre d'endroit où se rendaient les enfants de sénateurs, de grands PDG, et de diplomates étrangers. Le domaine était immaculé, regorgeant de jardins soigneusement entretenus, d'immenses bibliothèques, et de bien plus d'installations qu'un enfant ne pourrait jamais en avoir besoin. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, car, dès le premier jour, j'ai su que je n'y avais pas ma place. Mes camarades de classe se moquaient bien que je sois issu d'une famille riche. Surtout, quand ils pouvaient si facilement percevoir que mes propres parents se fichaient éperdument de moi. Ils ont vite découvert que j'étais un enfant jetable. Celui dont la famille ne faisait même pas semblant de l'aimer. Et, quand on se trouve dans un tel environnement,
les enfants savent parfaitement comment exploiter vos faiblesses. Ils m'ont donné des surnoms. Le rebut, l'erreur, le reste. Ce sont les mots qu'ils me lançaient à la figure, dans les couloirs ou dans le réfectoire. Je pouvais être en train de déjeuner, et quelqu'un disait « Oh, regardez. Voilà celui dont ses parents n'ont pas voulu. » Je faisais semblant d'en rire, mais la blessure était profonde. Ils savaient très bien que je n'étais pas comme eux. Eux, ils avaient des familles qui venaient les voir, qui prenaient soin d'eux. Personne n'est jamais venu pour moi. Au fil des années, mes parents sont devenus de plus en plus distants. Ils me rendaient visite peut-être une fois par an, et, même alors, cela ressemblait plus à une corvée qu'autre chose. Ces visites étaient de courtes entrevues rigides, au cours desquelles ils vérifiaient mes notes, me faisaient la morale sur mon comportement, puis repartaient aussi vite qu'ils étaient arrivés. Ma mère passait son temps à dire à quel point Isabella était incroyable, comment elle excellait déjà en danse classique, et comment elle suivait des cours particuliers pour être la meilleure en tout. Face à cela, je savais que chaque centime dépensé pour moi était, à leurs yeux, un pur gaspillage. Je ne méritais ni leur temps, ni leur attention. La seule personne qui semblait vraiment s'intéresser à moi, c'était mon oncle David. C'était le jeune frère de mon père, et il travaillait dans une usine à Auckland. Il n'était pas riche, loin de là. Il ne vivait pas dans un manoir, et il ne conduisait pas de voiture de luxe. Mais, c'était la seule personne qui était toujours là pour moi. Il venait me voir le week-end, quand personne d'autre ne le faisait. Il ne parlait pas beaucoup, mais le simple fait de savoir qu'il était présent rendait les choses supportables. Il m'emmenait manger un morceau, ou voir un match de baseball. Et, pendant ces quelques heures, je pouvais presque oublier que j'étais l'enfant non désiré. David travaillait dans une usine de pièces automobiles, où il dirigeait une équipe d'ouvriers fabriquant des moteurs. Sa vie était simple, mais il semblait heureux. À chaque fois que j'allais lui rendre visite, je l'enviais de ne pas avoir à porter ce lourd fardeau, celui d'essayer d'être à la hauteur d'une norme impossible. Il se contentait de sa vie, de son petit appartement, et du groupe d'amis qui l'entourait. Je crois que, d'une certaine façon, il voyait un peu de lui-même en moi. Ce garçon qui ne rentrait pas tout à fait dans le moule familial. Il me racontait des histoires sur sa jeunesse, comment il s'était toujours senti écrasé par la réussite de mon père, comment on attendait toujours de lui qu'il en fasse plus, sans jamais réussir à être tout à fait à la hauteur. Je ne comprenais ce sentiment que trop bien. Quand je suis devenu adolescent, j'avais appris à occulter la douleur, la solitude et le rejet. Tout cela n'était plus qu'un bruit de fond. Je savais que je ne serais la priorité de personne. Alors, j'ai tout simplement arrêté d'essayer de l'être. Je me suis concentré sur l'école. Non pas par envie, mais parce que c'était la seule chose qu'il me restait. Je n'étais pas populaire. Je n'étais pas athlétique. J'étais juste là, flottant à travers chaque journée, en attendant qu'elle se termine. Mais, peu importe à quel point j'essayais de l'ignorer, ce sentiment de ne pas être désiré persistait toujours. Même entouré de monde, je me sentais affreusement seul. Mes parents avaient leur fille parfaite, et moi, je n'étais que le rappel d'une erreur qu'ils auraient préféré oublier. C'est ainsi que j'ai dérivé au fil des ans, pris au piège entre deux mondes, le monde des privilèges, et celui de l'isolement. J'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, mais rien de tout cela ne comptait, dès lors que les personnes censées m'aimer ne supportaient même pas de poser les yeux sur moi. C'est comme ça que j'ai survécu. Non pas en vivant, mais en endurant. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de la Northwood Academy, j'avais au moins une certitude. J'en avais terminé avec mes parents. Ils avaient peut-être tout payé, et bien sûr, ils avaient les moyens de m'envoyer dans les meilleures écoles, mais, sur le plan émotionnel, ils m'avaient abandonné depuis des années. Le soutien financier était la seule chose qu'ils ne m'aient jamais offerte. Et, à ce stade, je m'en accommodais très bien. Je n'avais plus besoin de leur amour ni de leur approbation, juste de leur argent. Et, j'étais fermement résolu à l'utiliser, pour m'éloigner d'eux le plus possible. Après mon diplôme, j'ai décidé de partir étudier à l'étranger. Il ne s'agissait pas seulement de vouloir fuir San Francisco et ma famille. Je voulais être dans un endroit où je pourrais repartir de zéro, un lieu dépourvu de souvenirs, où je ne serais plus ni le paria, ni ce fils qu'ils n'avaient jamais désiré. J'ai postulé dans plusieurs universités de renom, et j'ai finalement été accepté à la London School of Economics, LSE. La LSE était prestigieuse, élitiste, et suffisamment éloignée de chez moi, pour que je n'ai plus à croiser mes parents ou ma sœur Isabella, exception faite des rares fêtes de famille,
auquel je ne pouvais me soustraire par une excuse. Mes parents ne s'y sont pas opposés. En toute franchise, je pense même qu'ils étaient soulagés. Mon père m'a viré une somme d'argent importante pour les frais de scolarité, le logement et mes dépenses. Et, je soupçonne qu'il était secrètement ravi que j'aie choisi Londres. Cette distance leur permettait de maintenir la façade d'une famille aimante, sans avoir à me supporter en personne. Londres était exactement telle que je l'avais espéré. La ville, les gens, l'énergie qui y régnait, tout me semblait être l'endroit idéal pour me réinventer. J'étudiais le courtage et la finance, dans l'espoir, un jour, de pouvoir bâtir ma propre fortune, et de prouver que je pouvais réussir, sans m'appuyer sur le nom des Hastings. J'étais fatigué d'être perçu comme le fils indésirable, vivant grassement sur un fonds de placement. Je voulais construire quelque chose par moi-même. Mais, l'université n'était pas exempte de défis. Dès mon arrivée, j'ai compris que je n'avais pas ma place au sein de cette bourgeoisie de vieille fortune. L'élite britannique possédait ses propres règles et sa propre hiérarchie, et ils étaient toujours prompts à rappeler, à quiconque n'appartenait pas à leur monde, qu'il n'y était pas le bienvenu. Mon accent et mes origines constituaient des cibles faciles. Certains de mes camarades, pour la plupart fils d'aristocrates ou héritiers de vieilles familles fortunées, lançaient des remarques sarcastiques, « Tiens, voilà l'Américain. C'est comme ça qu'ils font dans les colonies ?» Ce n'était pas le même genre de harcèlement que celui enduré dans le Vermont, mais c'était constant, subtil, et toujours calculé pour me rappeler mon statut d'étranger. Pourtant, je ne me suis pas laissé atteindre. J'avais grandi en étant un étranger dans ma propre maison, alors, faire face à quelques snobs privilégiés n'avait rien de bien nouveau. Ce qui me faisait avancer, c'était le plan que j'avais en tête. Réussir, devenir riche, et ne plus jamais avoir à me retourner sur ces gens-là, ni sur ma famille. Tout n'était pas noir, cependant. J'ai rencontré des personnes qui, tout comme moi, étaient là pour se forger leur propre place dans ce monde. L'une d'elles s'appelait Tom, un gars originaire de Toronto, qui étudiait exactement les mêmes matières que moi, le courtage et les marchés financiers. Le courant est immédiatement passé entre Tom et moi. Lui non plus ne faisait pas partie de l'élite britannique, et nous nous sommes liés d'amitié, grâce à notre sentiment commun d'être des marginaux. Tom était intelligent, très motivé, et il avait ce don inné pour repérer des opportunités, là où les autres ne voyaient rien. Nous savions tous les deux que nous ne voulions pas finir par travailler pour quelqu'un d'autre, pour le reste de nos vies. C'est pourquoi nous avons commencé à chercher des idées, pour créer notre propre société de courtage. Nous passions notre temps libre dans les clubs exclusifs, là où se rassemblaient les riches et les puissants. Des endroits comme le Civil Club ou le Reform Club. Des lieux dégoulinants de traditions et d'argent ancien. Nous n'étions pas là pour faire des mondanités. Nous y étions pour observer, apprendre, et tisser des liens. Nous voulions comprendre le fonctionnement de l'élite, comment ils déplaçaient leurs capitaux, comment ils bâtissaient leurs empires. Y entrer n'était pas une mince affaire. Il fallait être invité, ou bien connaître quelqu'un capable de vous faire franchir la porte. Mais, par le jeu du réseautage, Tom et moi avons réussi à nous y infiltrer. D'abord comme invités, puis en tant qu'habitués. Dans ces clubs, nous avons rencontré ceux qui allaient, plus tard, devenir nos clients. Des gestionnaires de fonds spéculatifs, des magnats de l'immobilier, des investisseurs en capital risque. Nous ne nous faisions pas remarquer, et c'était d'ailleurs exactement notre but. Nous étions là pour apprendre les règles du jeu et, à terme, y jouer bien mieux que quiconque. Lors de ma dernière année, il s'est passé une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. J'ai rencontré une fille, Emily. Tout comme moi, elle étudiait l'économie, et se montrait tout aussi déterminée et ambitieuse. Emily, elle non plus, ne venait pas d'une famille de l'élite. Elle était issue de la classe moyenne de Manchester, et elle comprenait parfaitement la valeur du travail acharné. Nous avons accroché presque instantanément. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai eu le sentiment d'avoir trouvé quelqu'un qui me voyait, non pas comme le fils indésirable ou l'étranger, mais simplement comme moi-même. Emily, Tom et moi avons passé notre dernière année à planifier notre avenir. Nous allions ouvrir un cabinet de courtage à New York, là où se trouvait le véritable argent. À nous trois, nous avons économisé chaque centime de nos stages, grattant les fonds de tiroir, conscients que pour faire de ce rêve une réalité, nous aurions besoin d'un capital. En unissant nos forces, nous sommes parvenus à rassembler 250 000 €. Ce n'était pas une somme faramineuse dans l'absolu, mais cela suffisait amplement pour démarrer.
Nous avons décidé de baptiser notre société Evergreen Capital. C'était simple, classique, et cela inspirait un sentiment de croissance et de stabilité. Nous savions pertinemment que la concurrence à New York serait féroce, mais nous avions une confiance absolue en nos compétences, et en notre projet. Nous allions cibler des particuliers fortunés, ainsi que de petites institutions, en leur offrant des services financiers sur mesure, que les grandes banques étaient incapables de fournir. Pendant ce temps, à San Francisco, mes parents étaient toujours aussi distants. Ils avaient complètement cessé de faire semblant de s'intéresser à ce que je faisais. Les seules fois où j'avais de leurs nouvelles, c'était lorsqu'ils exigeaient ma présence pour un événement familial, ou quand Isabella voulait se vanter de son tout dernier exploit. Isabella avait grandi en étant conditionnée pour me mépriser, et elle jouait à la perfection son rôle de fille idéale. Elle excellait dans tous les domaines, la danse classique, le piano, et même lors des concours académiques. Mes parents l'idolâtraient sans la moindre retenue, et elle en avait parfaitement conscience. Ils l'avaient élevée avec cette conviction qu'elle était l'étoile de la famille, tandis que moi, je n'étais rien de plus qu'un prototype défectueux. D'ailleurs, elle prenait grand soin de me le rappeler. Je me souviens de la dernière fois où je l'ai vue, juste avant de déménager à New York. C'était lors d'un obscur gala de charité, auquel mes parents m'avaient traîné de force. Isabella était tout sourire, charmant la foule sans effort, pendant que je restais planté dans un coin, comptant les minutes qui me séparaient du départ. À un moment donné, elle s'est approchée de moi, ce sourire figé et parfait toujours plaqué sur son visage, et m'a glissé, tu sais, ils ne t'ont invité que parce qu'ils avaient besoin de remplir le cadre, pour la photo de famille. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. J'ai quitté le gala précipitamment, j'ai réservé un vol pour Londres le soir même, et j'ai décidé que je ne reviendrais pas. Une fois nos diplômes en poche, Tom, Emily et moi avons déménagé à New York, installant Evergreen Capital dans un petit bureau du quartier de Midtown. Ce n'était pas grand-chose, juste quelques bureaux et des ordinateurs. Mais, c'était à nous. Nous avons démarré sur les chapeaux de roue, en exploitant chaque contact noué au fil des ans, et la moindre parcelle de connaissances accumulées dans ces cercles élitistes, afin de décrocher nos premiers clients. Le marché était très concurrentiel, nous le savions, mais nous étions déterminés à y creuser notre propre place. La première année fut rude. Nous avons enchaîné les longues journées, travaillant souvent 7 jours sur 7, bataillant sans relâche pour constituer notre portefeuille. Nous faisions face à des entreprises présentes depuis des décennies. Des mastodontes qui géraient des milliards. Mais nous n'avons pas laissé cela nous intimider. Lentement mais sûrement, nous avons commencé à gagner du terrain. Nous avons convaincu quelques petits clients institutionnels, ainsi que des fonds spéculatifs à la recherche d'une approche plus personnalisée, et très vite, notre réputation a commencé à grandir. Les affaires n'étaient d'ailleurs pas les seules à prospérer. Ma relation avec Emily s'est également approfondie. Elle n'était plus seulement mon associée au sein du cabinet. Elle était devenue ma partenaire dans la vie. Pour la première fois, j'avais la sensation de posséder une véritable famille, une famille que j'avais moi-même choisie, et qui, surtout, se souciait réellement de moi. Cependant, malgré tout ce succès naissant, je ne pouvais jamais totalement échapper à l'ombre de ma famille. De temps à autre, mes parents m'envoyaient des nouvelles sur les réussites d'Isabella, comme s'ils essayaient, encore une fois, de me rappeler ma place, tout en bas de la hiérarchie de leur vie. Ils avaient avancé sans moi, certes, mais ils tenaient à s'assurer que je sache qu'ils ne m'avaient pas tout à fait rayé de la carte. C'était leur façon bien à eux de me garder attaché, même si cela m'était devenu complètement égal. En attendant, Evergreen Capital connaissait une croissance régulière. Notre travail acharné portait enfin ses fruits, et notre base de clients s'élargissait à chaque nouveau trimestre. Désormais, l'entreprise ne faisait plus que survivre. Elle était en pleine expansion. Nous étions passés d'un modeste local à Midtown, à un espace de travail élégant et moderne, offrant une vue panoramique sur Manhattan. Il était parfois surréaliste de jeter un regard autour de soi, et de réaliser que nous avions bâti tout cela en partant de zéro, sans l'aide de personne, si ce n'est la nôtre. Tom, Emily et moi avions créé quelque chose de concret, quelque chose qui nous appartenait pleinement, et j'en tirais une immense fierté. Nous commencions à attirer des clients de plus grande envergure, des familles aux fortunes ancestrales, des sociétés d'investissement cherchant du sang neuf pour gérer leurs capitaux, et même quelques célébrités désireuses de diversifier leur portefeuille. Nous n'étions en aucun cas le plus grand cabinet de New York, mais nous avions su nous tailler notre propre niche. Je vivais enfin une vie qui me semblait distincte de celle dans laquelle j'avais été piégé pendant si longtemps.
Mes parents demeuraient distants, se contentant d'envoyer, par pure obligation, quelques nouvelles sur les exploits incessants d'Isabella. Mais j'avais cessé de m'en soucier. Ils n'étaient plus que les fantômes d'un passé, dans lequel je n'avais aucune envie de me replonger. Mon esprit était tourné vers l'avenir, focalisé sur mon entreprise, sur ma relation avec Emily, et sur nos projets d'expansion pour Evergreen Capital. Et puis, soudain, tout a commencé à s'effondrer. Tout a débuté par un coup de téléphone de mon oncle David. Je ne lui avais pas parlé depuis quelques semaines, ce qui n'avait rien d'inhabituel en soi. Il était toujours très occupé, et moi, j'étais complètement absorbé par mon travail. Cependant, lorsque j'ai décroché, sa voix m'a semblé étrange. Elle était plus faible que d'habitude, comme s'il devait lutter, rien que pour formuler ces mots. Il a balayé mes inquiétudes d'un revers de main quand je lui ai demandé si ça allait, affirmant qu'il était simplement fatigué par le travail. Mais, au fond de moi, une petite voix me disait que ce n'était pas toute l'histoire. Un mois plus tard, j'ai reçu un autre appel. Cette fois-ci, ce n'était pas David au bout du fil. C'était quelqu'un de l'usine où il travaillait. Cette personne m'a annoncé que mon oncle s'était effondré à son poste, et qu'il avait été transporté d'urgence à l'hôpital. J'ai tout laissé tomber, et j'ai pris le premier vol pour Auckland, en espérant de toutes mes forces qu'il ne s'agissait que d'un souci mineur. Mais à mon arrivée, on m'a révélé la terrible vérité. David avait un cancer, de stade 4. Il le savait depuis des mois, peut-être même plus longtemps, mais il n'en avait parlé à personne. Ni à moi, ni à ses collègues, à personne. Il s'était battu en silence contre la maladie, continuant de se rendre à l'usine tous les jours, par peur de devenir un fardeau pour les autres. Une immense vague de culpabilité s'est alors abattue sur moi. J'aurais dû remarquer que quelque chose n'allait pas. J'aurais dû insister, pour qu'il me confie ce qui se passait. D'un autre côté, David avait toujours été si indépendant, tellement secret, qu'il n'était finalement pas surprenant qu'il me l'ait caché. Le temps que j'arrive à l'hôpital, il était déjà trop tard. David était inconscient, relié à une myriade de machines qui le maintenaient artificiellement en vie. Les médecins m'ont expliqué qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, et qu'il avait refusé tout traitement pendant des mois. Il avait préféré vivre sa vie comme il l'entendait, loin des hôpitaux, sans avoir des médecins pour lui dicter le temps qu'il lui restait. Je me suis assis à son chevet, en lui tenant la main, espérant de tout mon cœur pouvoir faire quelque chose, n'importe quoi, pour arranger la situation. Mais en fin de compte, je ne pouvais absolument rien y faire. David s'est éteint le lendemain, me laissant avec un profond sentiment de perte, et un vide rempli de regrets. Les funérailles furent intimes, réunissant seulement quelques amis et collègues. Mes parents ne sont pas venus, bien évidemment. Ils n'avaient pas vu David depuis des années, et je savais que ça leur aurait été complètement indifférent, même s'ils l'avaient revu. Mais, mes pensées n'étaient pas tournées vers eux. Je pensais au fait que David avait été la seule et unique personne, à m'avoir jamais témoigné un amour inconditionnel. Le seul, aussi, qui avait été là pour moi, quand il n'y avait absolument personne d'autre. Le perdre, c'était comme perdre le tout dernier lien authentique qui me rattachait à une quelconque forme de famille. Après l'enterrement, j'ai découvert que David m'avait légué tout ce qu'il possédait. Ce n'était pas grand-chose, son petit appartement, quelques économies, et divers effets personnels. Mais, le fait qu'il ait pensé à moi, même lors de ces derniers instants, représentait le monde à mes yeux. L'argent ou les biens matériels importaient peu. Ce qui comptait vraiment, c'était que David m'avait considéré comme sa famille, une chose que mes parents n'avaient jamais été capables de faire. Pendant un certain temps, j'ai essayé de me concentrer sur mon travail, m'investissant à corps perdu dans Evergreen Capital, afin de noyer mon chagrin. Puis, un nouveau coup dur a frappé, une chose que je n'avais absolument pas vu venir. Ma mère, Caroline, avait toujours été le véritable cerveau de la famille. Mon père, Christopher, était un homme puissant dans le monde des affaires, mais c'était ma mère qui tirait les ficelles en coulisses. Elle avait cette attitude froide et calculatrice, qui m'avait toujours profondément mis mal à l'aise, même quand j'étais enfant. Et aujourd'hui, elle avait décidé de retourner cette arme contre moi. Quelques semaines après le décès de David, j'ai reçu une lettre de l'avocat de mes parents. Il s'agissait d'une mise en demeure officielle, ils contestaient le testament de David. Ils alléguaient que David n'était pas sain d'esprit au moment de le rédiger, et que les biens qu'il m'avait laissés devaient, en toute légitimité, leur revenir. Au début, je n'arrivais pas à y croire. Mes parents n'avaient jamais manifesté le moindre intérêt pour David ou pour sa vie.
Et voilà que maintenant, ils essayaient de m'arracher la seule et unique chose qu'ils m'avaient laissée. La vérité n'a d'ailleurs pas tardé à éclater au grand jour. Ma mère avait entièrement orchestré cette manœuvre. Elle avait convaincu mon père que les biens de David devaient être à eux, et que je ne méritais absolument rien de sa part. Elle se servait de cette occasion pour me détruire, comme elle l'avait apparemment confié à l'une de ses amies. Désormais, elle me percevait comme une menace, comme quelqu'un qui avait su construire sa vie sans elle, quelqu'un qui avait réussi sans avoir jamais besoin de son approbation, ou de son argent. Et, dans son esprit tordu, je devais être puni pour cela. La bataille juridique qui a suivi fut d'une brutalité inouïe. Mes parents s'étaient offerts les meilleurs avocats que l'argent pouvait payer, et ils n'hésitaient pas à user de tous les coups bas imaginables. Ils m'ont dépeint comme un fils ingrat qui aurait abandonné sa famille, prétendant que David avait été manipulé pour me léguer l'intégralité de ses biens. Ce n'était que des mensonges, bien entendu, mais dans l'arène des batailles juridiques, la vérité passe souvent au second plan, face à celui qui détient le plus de ressources. J'ai riposté, avec Émilie et Tom fidèlement à mes côtés. Nous avons engagé notre propre équipe d'avocats, en puisant dans une partie de l'argent mis de côté par Evergreen Capital, afin de couvrir les frais de justice. Il ne s'agissait plus seulement d'une question d'argent. C'était devenu une question de principe. Je n'allais pas laisser mes parents m'enlever la seule chose que David m'avait laissée. L'héritage de la seule personne qui s'était vraiment souciée de moi. Le combat s'est éternisé pendant des mois, les deux camps refusant catégoriquement de céder le moindre pouce de terrain. En parallèle, mes parents ont commencé à user de leur influence, dans le but de saboter Evergreen Capital. Ils se sont mis à répandre des rumeurs dans le milieu financier, mobilisant leurs relations pour jeter le doute sur la légitimité de notre société. C'était sournois, cruellement bas, mais cela ne m'a pas vraiment surpris. C'était exactement le genre de coup que ma mère pouvait orchestrer. Elle voulait me voir échouer, me voir ramper vers eux pour implorer de l'aide, mendiant leur pardon. Mais, je n'allais certainement pas leur offrir cette satisfaction. Nous avons redoublé d'efforts, travaillant encore plus dur, pour faire nos preuves sur le marché. Nos clients sont restés à nos côtés, convaincus que nous continuerions à leur offrir ce service personnalisé, que nous avions toujours promis. Petit à petit, nous avons commencé à regagner la confiance du secteur. Et puis, juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, Isabella s'en est mêlée. Elle avait grandi sous les éloges et l'adoration constante de mes parents, façonnée pour devenir leur fille parfaite. Désormais, elle n'était plus que le prolongement de leur haine à mon égard. Elle s'est répandue sur les réseaux sociaux, publiant des commentaires à peine voilés sur la trahison familiale, et racontant comment j'avais honteusement profité d'un parent malade. C'était un véritable cauchemar en matière de relations publiques. Et bien que certains aient su que c'était un tissu de mensonges, les dégâts infligés à ma réputation étaient bien réels. J'ai compris qu'il me fallait contre-attaquer, non seulement devant les tribunaux, mais aussi sur la scène publique. Nous avons fait appel à une agence de relations publiques, pour nous aider à gérer les retombées. Travaillant sans relâche pour faire entendre notre version des faits, nous ne sommes pas descendus à leur niveau. Nous n'avons ni propagé de mensonges, ni lancé d'attaques publiques contre eux. Mais nous avons fait en sorte que la vérité éclate. Mon oncle m'avait légué son patrimoine, tout simplement parce que j'étais le seul membre de la famille à avoir toujours été présent pour lui. À travers toutes ces épreuves, Émilie et Tom ont été de véritables rocs pour moi. Émilie, tout particulièrement, a été mon ancrage dans la tempête. Elle est restée à mes côtés durant les pires moments, sans jamais faiblir, ne doutant pas une seule seconde que nous ressortirions de tout cela, encore plus fort. Nous avons passé de longues nuits au bureau, à élaborer des stratégies, planifiant nos prochains mouvements, que ce soit pour la bataille juridique ou pour l'entreprise. C'était épuisant, éreintant à tous les niveaux. Mais je savais que je n'avais pas le droit de baisser les bras. Après des mois d'incessants allers-retours, nous avons enfin eu notre jour de procès. Mes parents et leur armada d'avocats nous ont attaqués avec tout ce qu'ils avaient sous la main. Mais, à la fin des fins, le juge a tranché en ma faveur. Le testament de David a été validé, et j'ai été officiellement reconnu comme le seul héritier légitime de son domaine. Il ne s'agissait pas d'argent. Pas vraiment. Il s'agissait de réhabilitation. Il s'agissait de tenir tête à mes parents, et de prouver que je n'étais pas cet enfant faible et indésirable, qu'ils avaient toujours cru que je serais. Mais, bien que j'ai remporté cette bataille, je savais au fond de moi que ce n'était pas la fin. Mes parents n'allaient pas magiquement disparaître de mon existence. Peu importe à quel point je le souhaitais, ils étaient toujours là, à comploter dans l'ombre,
cherchant désespérément un moyen de me détruire. Ainsi, une fois l'affaire classée et Evergreen Capital plus solide que jamais, je me suis préparé mentalement, prêt à affronter tout ce qui pourrait m'attendre par la suite. La vie, après avoir remporté ce procès, aurait dû avoir un goût de victoire, mais elle ressemblait plutôt à un sursis, un court instant pour reprendre mon souffle, avant l'arrivée de la prochaine tempête. Il n'y avait aucun véritable soulagement. Certes, j'avais sécurisé l'héritage de David, et mes parents avaient subi une défaite publique retentissante. Mais, je les connaissais bien trop pour croire que l'histoire s'arrêterait là. Ils avaient l'argent, le pouvoir et l'influence, et ils n'allaient certainement pas abandonner la partie. Je le sentais au plus profond de mes os. D'autres coups bas se préparaient. Cependant, l'espace d'un bref instant, je me suis permis de savourer le succès d'Evergreen Capital. L'entreprise était en pleine expansion, et malgré les pitoyables tentatives de mes parents pour salir notre réputation, nous attirions des clients de plus en plus importants, faisant sensation dans le monde financier. Nous avions réussi à tripler notre clientèle en moins de 2 ans, et nos actifs sous gestion s'élevaient désormais à près de 500 millions d'euros. Tom et moi étions d'ailleurs en pourparlers pour ouvrir un deuxième bureau à Chicago, tandis qu'Emily menait des négociations avec un grand fonds d'investissement européen, susceptible d'injecter des millions de capitaux supplémentaires. Les choses allaient bien. Mieux que bien, à vrai dire. Nous étions sur le point de percer les plus hauts sommets du monde financier. Ce monde-là même que, jadis, je cherchais si désespérément à fuir. C'était plutôt ironique, de constater que cet univers que je détestais tant enfant, avec ses élites glaciales et sa richesse vide de sens, était devenu l'endroit où je me taillais ma propre place, et selon mes propres conditions. Seulement, cette fois, je n'étais plus l'outsider. J'étais en train de devenir l'un des leurs. Mais, certainement pas de la manière dont mes parents l'avaient imaginé. C'est en plein cœur de cette croissance fulgurante, au sommet de cet élan, que le nouveau coup m'a frappé. Tout a commencé par un appel téléphonique, mais ce n'était pas vraiment le genre d'appel que j'attendais. La Security and Exchange Commission, la SEC, avait ouvert une enquête sur Evergreen Capital. Au début, j'ai cru à une grossière erreur. Nous avions été méticuleux sur le respect des règles de conformité, tout particulièrement après le cauchemar vécu avec mes parents. Nous nous étions assurés que chaque client, chaque compte, et chaque transaction soient parfaitement légaux. Tom et moi avions recruté les meilleurs responsables de la conformité du marché, et nous menions des audits réguliers, pour garantir que tout était en règle. Il était absolument impossible que nous fassions l'objet d'une enquête. En tout cas, pas de manière légitime. Pourtant, l'enquête était bien réelle, et d'une gravité extrême. La SEC avait reçu un signalement anonyme, accusant Evergreen Capital de délit d'initié. Ces mots m'ont frappé, comme un violent coup de poing dans le ventre. Délit d'initié. Dans notre monde, c'était l'équivalent d'une condamnation à mort. La moindre ébauche d'une telle accusation suffisait à ruiner une entreprise. Et nous en avions parfaitement conscience. J'ai immédiatement soupçonné mes parents. C'était totalement leur style, une attaque silencieuse, sournoise, utilisant ce pouvoir qu'ils maniaient si bien dans l'ombre, dans le seul but de me détruire de l'intérieur. Et, je ne m'étais pas trompé. À mesure que l'enquête avançait, il est devenu évident que le tuyau provenait d'un proche de mes parents, un avocat avec qui ils travaillaient depuis des années. Ils avaient délibérément implanté de fausses informations sur l'une de nos transactions, prétendant que nous avions agi sur la base d'informations privilégiées, provenant d'une entreprise technologique dont le PDG figurait parmi nos clients. Cette histoire était montée de toutes pièces, du début à la fin. Mais, le mal était déjà fait. L'enquête s'est éternisée sur plusieurs mois, projetant une ombre menaçante sur tout ce que nous avions construit. Nos clients ont commencé à se montrer nerveux. Certains ont retiré leurs fonds, refusant catégoriquement d'être associés à une société visée par une telle procédure. D'autres hésitaient à nous confier de nouveaux capitaux, préférant attendre de voir comment la situation allait évoluer. Nous saignions à blanc, financièrement parlant, non pas à cause d'une faute que nous aurions commise, mais bien parce que mes parents avaient décidé de me détruire, et ce, de la manière la plus douloureuse qui soit. Emily et Tom se sont montrés incroyables durant toute cette période. Emily, l'éternelle optimiste, n'a cessé de me répéter que la vérité finirait par triompher, et que nous surmonterions cette tempête. Mais, il n'y avait pas que la réputation de l'entreprise qui était en jeu. Il y avait aussi la mienne. Les chuchotements ont recommencé.
ces mêmes vieilles rumeurs qui m'avaient poursuivi pendant des années, celles du fils indésirable, du mouton noir d'une famille puissante, de celui qui était, depuis toujours, voué à l'échec. L'influence de mes parents était immense, et leurs tentatives pour m'isoler fonctionnaient à merveille. Même certains de mes plus anciens contacts dans l'industrie ont commencé à prendre leur distance, peu disposés à risquer leur propre réputation en s'associant à moi. C'était le même isolement implacable que j'avais ressenti dans mon enfance, à un détail près, cette fois, c'était bien pire. Je ne perdais pas seulement le respect de quelques camarades de classe, ou de ma famille. J'étais sur le point de perdre absolument tout ce pour quoi j'avais travaillé. Et puis, au moment même où la situation semblait désespérée, un nouveau coup s'est abattu. L'entreprise de mon père, le Hastings Financial Group, a soudainement annoncé une expansion majeure dans le secteur du courtage. Ils prévoyaient d'ouvrir leur propre société, entrant ainsi en concurrence directe avec Evergreen Capital. C'était un mouvement froidement calculé, dont le timing parfait coïncidait exactement avec l'enquête de la SEC. Mon père avait repéré notre vulnérabilité, et il avait décidé de frapper. C'était, il faut l'admettre, un coup de maître. Hastings Financial possédait les ressources, la renommée et le réseau nécessaires pour nous écraser comme un rouleau compresseur. Et, avec ce lourd climat de suspicion qui pesait sur nous, il leur était d'une facilité déconcertante de débaucher nos clients. Ils se sont positionnés comme l'alternative saine, l'entreprise aux références irréprochables, totalement vierge de tout scandale. En l'espace de quelques semaines seulement, ils ont siphonné plusieurs de nos plus gros clients, en leur proposant des offres plus alléchantes et des frais réduits. Je savais pertinemment que c'était l'œuvre de ma mère. Mon père se fichait éperdument du courtage. Il n'avait jamais montré le moindre intérêt pour cette branche de la finance, mais ma mère avait trouvé le moyen de le convaincre, lui prouvant que c'était là le chemin royal pour me détruire. Elle était la véritable architecte de cette offensive, comme elle l'avait été pour tout le reste, et son plan était en train de réussir. À ce stade, j'étais prêt à riposter avec la dernière once d'énergie qu'il me restait. Je n'allais pas me laisser faire, ni les laisser s'emparer de ce que j'avais bâti de mes mains. Nous avons convoqué notre équipe d'avocats, mais affronter Hastings Financial devant les tribunaux relevait de la mission impossible. Leur poche était infiniment plus profonde que les nôtres, leur influence sans commune mesure, et ils bénéficiaient du soutien d'une marque solidement établie. Sans oublier l'enquête de la SEC, qui planait toujours au-dessus de nos têtes, comme le coup près d'une guillotine prête à tomber. C'est alors qu'un événement inattendu s'est produit. Au beau milieu de ce chaos absolu, Tom est venu me voir avec une idée. Une approche risquée, certes, mais qui, si elle fonctionnait, pourrait totalement renverser la vapeur. Tom avait discrètement noué des liens avec une toute nouvelle vague d'entrepreneurs technologiques, dont beaucoup évoluaient dans le domaine des crypto-monnaies. C'étaient des individus qui se moquaient bien de l'argent ancien, de l'establishment, ou même du monde de la finance traditionnelle. C'étaient des innovateurs, des perturbateurs, et ils regorgeaient de liquidités. Tom travaillait justement avec l'un de ces entrepreneurs, un jeune homme nommé Liam Harris, qui avait amassé des milliards sur le marché florissant des crypto-monnaies. Liam recherchait une société de courtage capable de gérer la volatilité et l'imprévisibilité de ses actifs. Or, Evergreen Capital était idéalement positionné pour lui offrir ce niveau de service ultra personnalisé qu'il exigeait. L'idée de Tom était d'une grande simplicité, faire pivoter l'entreprise. Au lieu d'essayer de concurrencer frontalement Hastings Financial et leurs clients traditionnels, nous allions nous tourner vers l'avenir, les crypto-monnaies, les technologies financières, et cette nouvelle vague d'investisseurs, qui ne respectaient plus les anciennes règles du jeu. C'était un pari extrêmement risqué, sans le moindre doute. Le marché des crypto-monnaies était particulièrement instable, et la plupart des entreprises traditionnelles s'en tenaient éloignées, notamment en raison de l'incertitude réglementaire. Cependant, nous n'avions pas le choix. Si nous continuions sur notre voie actuelle, nous étions finis. Emily, au départ, n'était pas convaincue. Elle incarnait la prudence, toujours focalisée sur la stabilité et la croissance à long terme. Mais, même elle pouvait constater que nous étions à court d'options. Si nous ne tentions pas ce saut dans l'inconnu, Hastings Financial nous écraserait, et l'enquête de la SEC viendrait achever ce qu'il en restait. Alors, nous avons fait le grand plongeon. Nous avons repositionné Evergreen Capital, pour en faire une entreprise avant-gardiste, à la pointe de la technologie, et spécialisée dans les actifs à forte croissance, bien que très risqués. Nous avons plongé à bras-le-corps dans le chaos du marché des crypto-monnaies, offrant des services sur mesure aux entrepreneurs technologiques, aux fondateurs de start-up, et aux investisseurs en capital risque, qui étaient, eux, prêts à prendre des paris audacieux.
ce coup de poker a fonctionné au-delà de nos espérances. En l'espace de quelques mois, nous avons attiré plusieurs clients de très haut vol, dont Liam Harris, dont la fortune suffisait à elle seule à maintenir l'entreprise à flot. Ce pivot stratégique s'est avéré payant, d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Non seulement nous avons survécu à l'offensive de Hastings Financial, mais nous avons également commencé à prospérer dans ce tout nouveau secteur. Et, cerise sur le gâteau, la SEC a fini par nous blanchir de toutes les accusations, ne trouvant aucune preuve de délit d'initié. Ce n'était qu'un coup monté, exactement comme nous l'avions deviné. Mais à ce stade, nous étions déjà passés à autre chose, nous positionnant comme de véritables pionniers sur cette nouvelle frontière de la finance. Hastings Financial n'avait aucune présence dans l'univers des crypto-monnaies, et leurs vaines tentatives pour nous concurrencer ont toutes fait un flop retentissant. Ils étaient bien trop enlisés dans leurs vieilles habitudes, trop focalisés sur les marchés traditionnels, et ils étaient tout simplement incapables de suivre le rythme d'innovation que nous avions adopté. Mes parents étaient dans une rage folle. Ils avaient absolument tout tenté, les procès, les campagnes de diffamation publique, le sabotage d'entreprises. Mais, finalement, j'avais trouvé la parade pour les déjouer, réussissant non seulement à survivre, mais à triompher. Ils m'avaient grossièrement sous-estimé, comme ils l'avaient toujours fait, depuis le premier jour. Et maintenant, ils étaient réduits au rang de simples spectateurs, condamnés à regarder Evergreen Capital devenir plus puissant que jamais. Toutefois, cette victoire n'était pas purement commerciale. Il s'agissait surtout de me prouver, à moi-même, que je n'avais nul besoin d'eux. Que je n'avais, en réalité, jamais eu besoin d'eux. Tout ce que je possédais, je l'avais bâti de mes propres mains. Et aucune somme d'argent, aucune parcelle de pouvoir ou d'influence, ne pourrait jamais m'enlever cela. Pour la première fois de mon existence, je me suis senti libre. Libre de l'ombre étouffante de mes parents. Libre des attentes de ce monde dans lequel j'avais grandi, et libre de tracer mon propre chemin. La guerre était encore loin d'être terminée. Mais, pour la toute première fois de ma vie, je n'avais plus la moindre once de peur. Evergreen Capital a survécu à l'enquête de la SEC, a surpassé Hastings Financial, et est devenue l'une des entreprises à la croissance la plus rapide de tout New York. Et puis, un jour, ma mère a débarqué à mon bureau, sans prévenir. Elle paraissait plus vieille, plus petite, et avait perdu cette aura d'intouchabilité. Elle a avoué que Hastings Financial était en plein effondrement, suite à leur vaine tentative pour nous anéantir. Les investisseurs prenaient la fuite, des scandales éclataient au grand jour, et Isabella, pour se protéger, avait déjà abandonné la famille. C'est alors qu'elle a prononcé ces mots, ce que je n'aurais jamais cru entendre de sa bouche. Nous avons besoin de ton aide. Ce n'était ni de l'amour, ni des regrets, mais un pur besoin. Ces mêmes personnes, qui m'avaient traité comme une erreur monumentale, suppliaient à présent ce fils indésirable de venir à leur rescousse. Je les regardais, et j'ai soudain réalisé que je ne la détestais même plus. J'en avais simplement fini avec elle. Je lui ai répondu que j'avais passé ma vie entière à essayer de leur prouver que je méritais d'être aimé, pour finalement me rendre compte que, dès le départ, leur approbation m'était totalement inutile. Ensuite, j'ai pris entre mes mains la photo encadrée de l'oncle David, la seule personne qui se soit jamais véritablement souciée de moi, et je lui ai doucement glissé, j'ai déjà une famille. Avant de m'en aller, j'ai demandé à la sécurité de l'escorter vers la sortie. Arrivée à la porte, elle s'est arrêtée, et m'a murmuré, « Je me suis trompé sur ton compte. » Mais à ce moment-là, cela n'avait plus aucune espèce d'importance. Le soir même, assis aux côtés d'Emily, contemplant la ligne d'horizon de Manhattan, j'ai enfin ressenti une chose inédite pour moi. La paix. Non pas parce que j'avais vaincu mes parents, mais tout simplement parce qu'ils n'avaient plus le pouvoir de définir qui j'étais.